Et bonjour à tous, on est jour 17 et c'est le jour de vous parler de la CEPA. La CEPA, c'est une abréviation pour dire la cagnotte engagée pour une alimentation saine. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi aller dans ce genre de démarche, pourquoi se compliquer la vie, on va dire. La plupart des gens se diraient c'est déjà suffisamment difficile d'être producteur, d'être agriculteur, donc, ou hélioculteur si on suit le nom de cette chaîne. Donc pourquoi venir se rajouter tout un volet économie sociale, solidaire, participative, etc., etc. Donc le but de cette vidéo, c'est vous faire découvrir les nouvelles approches économiques et sociales d'une agriculture plus saine et durable. La question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment permettre aux urbains de retrouver un vrai contact avec le vivant de manière régulière. Donc vous allez voir qu'en fait ça vient du postulat que je pose de base qui est que le modèle économique conventionnel agricole aujourd'hui est basé sur une économie que j'appelle marchande. Cette économie marchande a pour particularité de créer un consommateur qui est passif. Pour moi, c'est la première chose qui est la plus embêtante, c'est le fait que, en fait, dans la société marchande, au lieu d'avoir une forme d'agriculture vivrière où chacun participe de près ou de loin à une forme de production agricole, ou en tout cas la majorité de la masse des gens qui consomment sont dans un système de production de près ou de loin, comme ça peut être le cas avant la révolution industrielle ou pendant la majorité de l'histoire de l'humanité, la plupart des gens étaient occupés au travail des champs. Et même s'ils n'y étaient pas directement, ils étaient de près ou de loin par la proximité géographique et de par la proximité familiale et de lien social, proches de gens qui étaient avec le bon sens de la terre, le rythme des saisons et vivaient dans une forme d'harmonie avec l'environnement, la nature et la production alimentaire et leur mode de vie. Le fait que l'on ait eu la révolution industrielle et toutes ces choses qui nous ont apporté beaucoup de bien a quand même causé des inconvénients, dont ce que je trouve la case de consommateur. Le consommateur, par définition, est plutôt dans une forme passive, c'est-à-dire qu'il attend que l'on produise pour lui, et donc il consomme ce qu'on a produit pour lui, parfois même avec pour seul levier d'action le simple fait de dire bah, ça j'achète, donc ça m'intéresse. Mais si par exemple ce qu'il voudrait n'existe pas, il n'a aucune capacité en tant que consommateur de dire ça j'aimerais que quelqu'un se mette à le produire. Donc il y a une forme de passivité et de dialogue de sourds entre le producteur et le consommateur que j'identifie comme étant la cause principale du problème de l'agriculture et d'une forme de marchandisation de la vie qui fait que ce modèle devient malsain. Donc sur ce petit graphe, on peut retrouver le fait que donc l'agriculteur se retrouve aussi dans une forme d'isolement. Il est à la campagne, il est plus proche de son consommateur, il est face à ses problèmes, face à l'environnement, face aux problématiques climatiques, sanitaires, etc. Et donc il fait face seul à ça pour satisfaire le consommateur. On verra qu'il faut mettre des gros guillemets là-dedans parce qu'en réalité, le producteur qui est dans un modèle conventionnel ne satisfait pas le consommateur. Sa préoccupation n'est pas de satisfaire le consommateur, sa préoccupation c'est de satisfaire son client, qui est une grande surface, un racheteur ou un revendeur. Les préoccupations du revendeur et du racheteur ne sont pas du tout les mêmes que celui du consommateur, et notamment, c'est ce qu'on voit dans l'intitulé au milieu, l'économie marchande, que je symbolise par les intermédiaires, et donc les revendeurs, les acheteurs et les gens qui font de l'argent sur la logistique ou sur la spéculation des matières premières agricoles, font de l'alimentation une marchandise, au même titre qu'une télé, au même titre qu'une chaussure. Pour eux, c'est la même chose que l'on vend de quelque chose qui a pour objectif de nourrir un humain que quelque chose qui a pour objectif d'habiller un intérieur d'appartement. C'est un vrai problème. Pour moi, l'alimentation et la denrée alimentaire devraient être sacralisées et ne devraient pas être considérées comme une marchandise standard. Et ça crée du coup tout un tas de dérives. Comme le deuxième argument le montre, on compte les choses au kilo. Or, si on remplit nos fruits d'eau, les agriculteurs le savent très bien, si vous arrosez plus vos cultures, vous allez remplir vos fruits d'eau, et donc ils auront moins de goût, mais vous aurez produit du kilo. Et comme on vous achète au kilo, beaucoup d'agriculteurs, notamment qui font de l'export, donc qui envoient très loin leurs marchandises, choisissent des variétés qui ont peu de goût, mais qui sont remplies d'eau, et donc qui font du bénéfice et de la marge. C'est aussi pour ça que quand on mange de l'alimentation étrangère, on est plus souvent exposé à avoir ce type de produit parce qu'elle vient de l'étranger, donc c'est un agriculteur à l'origine qui a un modèle d'exportation qui a fait ça. Alors que quand on est dans une économie locale sur les marchés ou etc., l'agriculteur fait quand même choisir des variétés et met un accent sur la qualité du produit, au moins la qualité gustative, si c'est pas la qualité nutritive. Qui est beaucoup plus difficile à apprécier pour le consommateur. Donc du coup, la qualité gustative est un peu un facteur ou un indicateur de qualité nutritive. Parce que c'est des vieilles variétés qui sont moins productives et qui sont peut-être un peu plus nourrissantes. Parce qu'elles n'ont pas été sélectionnées pour faire du poids et pour faire du volume et pour être jolies et pour pouvoir se conserver pendant le transport. Pour se conserver pendant le transport. Mais surtout parce que elles sont bonnes et qu'elles sont nutritives et qu'elles sont résistantes. C'est ça qui étaient les critères à l'époque pour la sélection.
Donc le fait qu'on vende des choses au kilo et pas à la valeur nutritionnelle, c'est un vrai problème pour l'alimentation, parce qu'on mange pour se nourrir, on mange pas pour absorber des kilos. Et bien sûr les intermédiaires multiples qui prennent la marge. Et dans les intermédiaires multiples, on peut penser aux gens qui font la revente, la logistique, etc. pour rendre accessible le produit. Mais en termes d'intermédiaires, on peut aussi imaginer tous les gens qui travaillent à la recherche, à la performance technique, à optimiser, à labelliser aussi, c'est écrit juste en dessous. C'est-à-dire que toutes ces charges qui s'accumulent à la production d'alimentation classique, en fait, se retrouvent dans le panier moyen de la ménagère ou du ménager. Donc du coup, ça crée un surcoût qui n'est pas un coût d'alimentation, qui est un coût de structure agricole globale, euh, dans le but d'être performant, d'être productif, d'être dans l'économie marchande, pour être compétitif, etc., etc. Et donc le fait que l'on soit dans une économie marchande induit tous ces éléments négatifs pour l'agriculture et, comme on l'a dit, met le consommateur dans un comportement passif, l'éloigne de la production, lui fait perdre un côté rationnel. Donc l'agriculteur, le consommateur ne sait même pas qu'aujourd'hui, pour faire de la courgette, on est obligé de gaspiller une courgette sur deux. Parce qu'une courgette, par nature, elle n'est pas régulière, elle n'est pas belle comme on l'a sur les étals. La plupart du temps, elle est tordue, elle est mal pollinisée, etc. Et donc, dans la majorité des cas, la bonne moitié des courgettes ne seront jamais ramassées et seront gaspillées. Alors qu'elles étaient en capacité de production et qu'elles auraient pu nourrir quelqu'un et qu'elles étaient gustativement, voire même nutritionnellement aussi bonnes. Et le sujet, c'est si jamais ces courgettes arrivent sur le marché alors qu'elles n'y sont pas, il y aura sûrement un effondrement des prix, ce que les agriculteurs ne veulent pas. Donc du coup, il y a aussi ce truc de je fais en sorte de mettre sur le marché que des choses qui sont belles et bien vendables, de manière à ce que le prix de la courgette reste haut, parce que ça m'arrange. On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais les logiques de marché de gros et de prix de marché internationaux ou nationaux, c'est un peu, c'est un peu le truc toxique dans lequel on est enfermé et dans lequel on essaye de jouer, et ça fait des choses du genre, j'ai de la production à vendre, mais je la vends pas parce que je veux pas que le prix s'effondre. Donc c'est complètement débile. Tu produis dans un but. Les producteurs conventionnels et plutôt industriels produisent pour avoir d'énormes quantités, mais parfois pour maintenir le marché, ils vont s'empêcher de vendre. C'est bon, parce que le prix est plus important au final que le volume. C'est toutes les notions de quotas qu'il y a eu, par exemple pour les quotas laitiers ou pour d'autres quotas dans certaines filières, où ils créent des variétés qui sont labellisées, qui sont réservées à certains producteurs, et ils savent qu'ils vont en planter une certaine quantité et ils se réservent la propriété de cette variété. Ils font énormément de communication ensuite pour la vente dans les grandes surfaces. Et ça leur permet de maîtriser l'offre et la demande et de pouvoir se faire de l'argent sur une agriculture qui est devenue 100% privatisée, puisque un jeune agriculteur qui voudrait s'installer ne pourrait pas les acheter. C'est par exemple l'exemple des kiwis. La plupart des kiwis sont détenus par propriété par une entreprise, je crois, de Nouvelle-Zélande. Et on n'a pas le droit, en réalité, de planter des kiwis sans leur payer des royalties. Donc tout ça pose quand même un souci profond de souveraineté alimentaire et d'autonomie des peuples à pouvoir se nourrir et se nourrir localement, sainement, sans produits phytosanitaires, sans intermédiaires qui leur prennent la marge, etc. Pour rappel, hein, on finira là-dessus, toute cette économie marchande se représente 90% du coût de l'alimentation. Il n'y a que 10% du coût de l'alimentation qui compte vraiment pour le prix que ça a été à faire pousser. Et dans ces 10%, il faut enlever encore le mec qui a construit le tracteur, le gars qui a fait le conseil technique, le mec qui a vendu les produits phyto, c'est compté dans les 10%. Donc il y a les intermédiaires après la vente, mais il y a aussi toute la chaîne en amont de la production qui représente une très grosse charge d'un point de vue systémique, parce que il faut payer tous ces gens-là qui travaillent, et ils font un travail souvent qui sont utiles, mais parfois qui sont contre-productifs. C'est ce que je disais dans mon autre vidéo l'autre jour. Quand on se retrouve avec une recherche qui pousse les agriculteurs à rester dans un modèle conventionnel et de maraîchage dans le but d'exportation, on n'est pas sur une agriculture de demain. Or, quand c'est le modèle existant et qu'on vit dessus, on fait en sorte qu'il continue à exister. Et donc la recherche en France n'est pas orientée du tout dans l'esprit que des jeunes puissent reprendre. Elle est orientée dans le fait que les grosses entreprises continuent à devenir grosses, malheureusement. Donc l'hypothèse, c'est que ce monde-là, dont on ne juge pas, il est ce qu'il est, donc c'est le monde dans lequel on vit, je me permets en fait d'imaginer une utopie, et de me dire, tiens, qu'est-ce que ça serait une agriculture du coup qui serait plus saine pour le consommateur, l'agriculteur et l'environnement en général. C'est une agriculture qui va rapprocher le consommateur dans un premier temps, parce qu'il faut qu'il soit conscient de ce qui se passe. En supprimant le consommateur, on va pouvoir enlever le label, parce que le label n'a aucun intérêt. Si moi, consommateur, je participe à mon alimentation où je connais très bien mon producteur, je n'ai aucune raison qu'une personne tiers que je ne connais pas dise « j'ai certifié que cette personne a bien produit ». Aucun intérêt.
Donc du coup, si je participe à ma production une fois par mois et que je suis le nez dans la comptabilité de l'exploitation agricole à laquelle je participe, que avec mes enfants je vais récolter les fraises, que de temps en temps on va ramasser les poules, etc., les œufs des poules, etc., on n'a plus besoin en fait, juste on a un lieu dans lequel le citoyen et le consommateur peut se retrouver à lui-même produire avec un collectif. Et donc plus de labels, plus besoin aussi de performances techniques impressionnantes, puisque si on n'est plus dans le modèle salariat où il faut rentabiliser la main-d'œuvre sur la ferme, mais qu'on est dans une forme que chacun donne une journée par mois pour travailler un peu avec un fil rouge qui serait fait par un agriculteur, déjà on diminue les charges. Et on sort du modèle marchand qui consiste à investir pour ensuite retrouver un gain sur investissement avec une marchandisation de l'alimentation entre les deux. Donc, déjà pour le consommateur, c'est permettre l'accès à la nature, une reconnexion à la nature, aux animaux, aux vivants, faire du cours de SVT, faire découvrir la nature aux enfants, à soi-même aussi. Parfois, quand on n'a pas eu l'occasion de grandir à la campagne, on n'imagine pas tout ce qui reste à apprendre de la vie, de la nature, du type d'élevage. Enfin, un truc qui va peut-être vous choquer, une poule pondeuse dans un élevage classique vit maximum du maximum 20 mois. Une fois qu'elle arrive sur l'exploitation, elle fait 20-24 mois. Au bout de 2 ans et demi, la poule meurt, alors qu'elle a une expérience de vie 3 ou 4 fois plus longue, parce qu'elle n'est plus rentable. Parce qu'on vend les œufs, on les vend à l'unité, pas au kilo. Et donc du coup, à l'unité, à un moment, la poule en pond moins, mais elle les pond plus gros. Et donc du coup, c'est plus intéressant, on les abat parce qu'elles coûtent plus cher à nourrir que ce qu'elles rapportent en argent. Mais c'est fou qu'on arrive à marchandiser le vivant et la vie de cette manière-là, qu'on le tolère et que l'on soit dans une forme de déni par rapport à ça. Donc ça c'est pour la partie consommateur, la connexion à la terre, l'apprentissage, le vivant, la transmission et le fait d'être dans une forme d'action, sortir de la sédentarité. On sait aussi que le jardinage permet de sortir de dépression, il y a beaucoup de centres de psychologie qui de plus en plus pratiquent des genres de jardinothérapie parce qu'ils savent qu'en fait les microbes, les bactéries et les virus contenus dans le sol, qui sont plutôt sains, qui sont pas pathogènes, quand on travaille le sol et qu'on en met sur nos mains, et en fait ça vient couvrir notre biome et notre organisme de vie qui nous compose, et donc ça peut résoudre des problèmes un peu dus donc à l'isolement social, à une mauvaise alimentation, etc., etc. On dit souvent que notre deuxième cerveau c'est l'estomac. Donc bien se nourrir et avoir un biome bien établi et très diversifié, ça fait partie des bases pour aller bien dans la vie, être équilibré, avoir les sécrétions d'hormones comme il faut, etc., etc. Donc un retour aux sources, à la nature et à la proximité du sens de la vie. Ça c'est l'objectif numéro 1 de ce qui me paraît moi être l'utopie d'un monde agricole qui va mieux. C'est-à-dire et à la fois comme le consommateur se rapproche de la ferme, l'agriculteur n'est plus seul. Il n'est plus dans cette solitude et le fait que de très nombreux agriculteurs se suicident parce qu'ils sont seuls. Ils sont seuls face à toutes les calamités qui leur tombent dessus, réglementaires, phytosanitaires, aléas climatiques, difficultés financières, concurrence déloyale. Ils sont seuls face à ça, ils sont seuls à porter le risque économique de leur aventure d'entreprise, ils sont seuls à travailler des heures et des heures dans la pluie, dans les champs avec les intempéries. Ils sont seuls. Le problème de l'agriculteur, c'est qu'il est seul. Il faut qu'il arrête d'être seul. Il faut qu'il organise son exploitation agricole pour accueillir les gens et pour faire du lien social. Pour moi, c'est primordial. C'est vraiment... je ne serais pas agriculteur sans ça. C'est hors de question. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens pour moi d'être agriculteur dans l'objectif de marchandiser le vivant, dans le but d'en tirer des colis que je vais pouvoir vendre pour pouvoir vivre dans ma villa à la campagne. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est destructeur de valeurs et de liens sociaux et de richesses. C'est du pillage de la nature. Enfin, on n'a pas le temps de développer vraiment toutes les conséquences, on va dire, biologiques que ça a sur un environnement, sur un terrain, sur une localité, et même en termes de transmission, le modèle agricole industriel conventionnel. Mais c'est vraiment une destruction du lien social terrible. Et donc, du coup, arriver à ce qu'il y ait une harmonie entre les gens qui mangent et les gens qui produisent, et même que les gens qui mangent apprennent à petite dose et à leur rythme, en fonction de chacun, à produire. Et aussi, j'ai une amie qui veut faire des herbes aromatiques dans ce projet. J'espère et je compte sur elle qu'elle va garder cette motivation et que l'on va pouvoir dire, tiens, tu vois ce coin là-bas, je t'ai mis du goutte à goutte, je t'ai mis une vanne. Si tu veux, on peut acheter un programmateur, etc. Et je te laisse acheter les plants et tu pourras t'occuper pour le collectif de faire quelques herbes aromatiques. Ça va pas prendre beaucoup de temps qu'elle gère juste les herbes aromatiques. Ça va lui prendre quoi
40 heures par semaine, 40 heures dans l'année à tout péter, entre l'entretien, un peu de désherbage, elle peut faire ça avec les enfants, elle peut faire ça avec une amie, elle récolte un peu, elle les met à disposition dans la CEPA et boum, hop, elle a créé de la valeur. Et au lieu, en fait, cette dame-là voulait s'installer à son compte et en fait, si elle veut vivre des herbes aromatiques, parce qu'elle aime les herbes aromatiques, elle va devoir être dans une forme de rentabilité. Or, les gens ne veulent pas aller à la nature ou à l'agriculture pour la rentabilité, ils veulent y aller pour le retour aux sources, pour le sens des choses, pour sortir de la sédentarité, pour créer du lien social. Donc en fait, si vous êtes passionné d'agriculture, une des pires choses qui puisse vous arriver, c'est que vous rentriez dans un modèle conventionnel d'agriculture, parce que ça va vous dégoûter du métier d'agriculteur. Comme le consommateur et le producteur se sont rassemblés, plus d'intermédiaires, à la fois les intermédiaires logistiques, puisque en fait c'est le consommateur qui fait l'effort de venir une fois par semaine sur l'exploitation agricole pour se reconnecter au vivant, à la nature, sortir de l'ambiance, du stress, de la ville, du métro, boulot, dodo. Donc en fait c'est vraiment aussi un moment de paix, de reconnexion avec soi-même, avec son corps, avec la nature. Enfin c'est un moment de sortie de cet enfer permanent. Je pense à Thomas d'Asbourg qui dit cet enfermement. Ce truc où vraiment, en fait, on tourne en rond dans une machine dont on ne sait pas vraiment où on va. Chaque semaine, petit moment de pause et de calme dans un collectif où on essaye de pratiquer une forme de communication non violente, de temps de paix et de repos. Le samedi matin, je vais là-bas avec les enfants, ils voient les poules, ils voient les chiens, ils voient les chats, ils se connectent à la nature. Ça peut permettre de, par exemple, les enfants qui ont peur des animaux, ça peut leur permettre de débloquer des choses, de reprendre confiance en eux, de ne pas être tout le temps dans la peur de l'intempérie ou de l'individu, d'apprendre aussi comment pousse une courgette, comment pousse un concombre, pouvoir goûter une fraise qui est fraîchement cueillie. Enfin, c'est une richesse incroyable, voir des abeilles pollinisatrices, comprendre pourquoi les agriculteurs mettent des bourdons dans les serres. Enfin, il y a 1000 choses à faire pour émerveiller les enfants autour de la nature et de l'agriculture. C'est juste les enfants et nous sommes des enfants, les adultes sont profondément des enfants en recherche d'émerveillement encore et toujours. Donc voilà. Et aussi les labels et la performance technique et toutes ces choses-là. Bien sûr qu'il y a une cohérence technique à avoir. Bien sûr qu'il faut essayer de valoriser au mieux le terrain que l'on a. Mais si on fait par exemple 25 tonnes hectares de n'importe quelle production, et que ça suffit, continuons à faire 25. Aller faire 26, 27, 28 n'a aucun intérêt dans ce genre de modèle. Et d'autant plus que pour aller chercher les 3-4 tonnes à l'hectare en plus, il va falloir mettre du phyto, de l'engrais, des choses qui sont pas bonnes pour l'environnement, parce qu'on va vouloir forcer la capacité reproductrice naturelle de la nature. Or, on l'a vu dans les chapitres précédents, aujourd'hui, on veut tellement forcer la nature qu'on consomme 10 énergies fossiles pour créer une calorie alimentaire. L'objectif serait d'arriver à consommer 0 d'énergie fossile pour une calorie alimentaire, puisque pour produire de la calorie alimentaire, il faut de l'eau, du soleil et du travail humain si on veut l'organiser de manière à ce que ça produise pour l'homme. Donc en soi, on n'a pas besoin d'énergie fossile. Il s'agit juste d'arriver à s'organiser. Et une fois de plus, on n'est pas dans un radicalisme, dans la CEPA ou dans le projet que je vous propose. Bien sûr qu'on va avoir des camions, peut-être un peu des tracteurs, des motoculteurs, etc. Il y aura des énergies fossiles. Mais ça sera peanuts par rapport à la quantité de calories que l'on va créer. Donc là, on est un peu dans l'utopie. Maintenant, la question, c'est comment faire advenir cette forme d'utopie et comment rendre ça aussi compatible dans le monde dans lequel on est. Parce que faire une utopie et dire allez c'est bon, merci, au revoir, c'est ça qu'il faut faire, vous avez qu'à vous démerder. Il faut mettre en place et designer les exploitations agricoles et le moment de lien social qui va être fait pour accueillir cette utopie. Et que ensuite les gens puissent un jour découvrir ce lieu et se dire ah, c'est incroyable le monde qui a été créé à cet endroit-là, j'aime la vibe qu'il y a là-bas, et c'est quelque chose qui me parle, et j'ai envie de faire partager ça à ma famille, à mes enfants, à moi-même, ou ça peut être aussi des situations de burn-out, de fatigue de travail, de cette vie, en fait, qui est... On va pas se mentir, hein, moi autour de moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont dans le début de leur carrière professionnelle, c'est éprouvant, et c'est déstabilisant, et c'est pas du tout les promesses que l'on a pu nous donner. Donc quand on est dans ce moment de désillusion face à ce que l'on espérait de la vie et finalement ce qui en existe, il est bon de retrouver un endroit où c'est la nature qui donne son rythme et pas l'horloge de la productivité, on va dire. Donc, comment organiser un groupe de gens et un lieu pour créer ça ? Tout d'abord, le groupement d'achat. Alors le groupement d'achat, type AMAP sans label, alors ça c'est très important à comprendre. Moi j'étais agriculteur et j'ai fait de la vente directe et j'ai un BTS en comptabilité et gestion, donc
ces sujets-là m'ont beaucoup intéressé, m'ont beaucoup concerné, et donc j'ai pu participer à des AMAP en tant qu'agriculteur et en tant que consommateur également. Et j'identifie des choses dans la map qui m'embêtent quant à l'idée de faire une AMAP sur mon exploitation. C'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de recréer un nouveau concept, ou en tout cas de revenir au concept originel de la map et d'y donner un autre nom, puisque la map n'est plus ce qu'elle était au début. La map, à la base de la base, c'est important de le comprendre, la map à la base de la base, c'est il y a une exploitation agricole maraîchère par exemple, qui a besoin de 100 000 euros par an pour tourner, nous sommes sans adhérents, nous allons mettre 1000 euros par an pour que l'exploitation agricole tourne. Et il y a le salaire de l'agriculteur, il y a tout dans les 100 000 euros. Et collectivement, c'est sans adhérents plus l'agriculteur, nous allons se partager la production de cette entreprise. Donc il y a une forme de, en tant que consommateur, j'investis dans une exploitation agricole pour qu'elle me nourrisse. L'inconvénient de ça, si c'est rigide et que c'est vraiment... la map, on ne peut pas faire d'achat-revente, on ne peut pas procurer de services aux agriculteurs et on ne peut se partager que le lieu dans lequel on a investi de l'argent. Donc si c'est une exploitation par exemple maraîchère et que vous voulez manger des pommes, des poires, des kiwis et qu'il n'y a pas la place de faire des pommes, des poires et des kiwis sur l'exploitation maraîchère, du coup vous allez devoir aller acheter vos pommes, vos poires, vos kiwis ailleurs. Et si vous voulez manger des bananes, ça pousse pas dans le sud de la France, donc du coup vous devez aller acheter vos bananes ailleurs et donc vous allez vous retrouver dans le modèle marchand une fois de plus. Et donc payer la banane chère, intermédiaire, voilà, vous avez compris le chapitre précédent. Et donc du coup les gens qui sont autour des AMAP, une fois de plus je défends beaucoup le modèle des AMAP. Mais les gens qui sont dans les AMAP sont des gens qui sont convaincus et qui sont prêts, c'est écrit en bas là, qui ont un sens de l'engagement qui est fort. Et malheureusement, par rapport au gain, ça rajoute du temps à consacrer à la map pour y aller, pour l'organiser, pour prendre... Mais on se retrouve avec un petit panier de légumes qui vaut 20 balles, alors qu'en réalité, on serait allé en grande surface et le même panier, on l'aurait acheté 20 balles. La différence, c'est qu'il est bio, local et qu'il fait tourner les exploitations agricoles, et c'est extrêmement important que ça dure. Mais en termes de valeur, on n'est pas disruptif. Genre, c'est pas un panier me coûtait 40 en grande surface et il me coûte que 20 ici, et en plus, c'est local. Or, c'est la promesse du CEPA, vous allez voir, on y vient. Comme c'est très engagé, très bio et plutôt cher, c'est peu inclusif parce que se retrouvent là que des gens qui ont du temps à y accorder ou qui ont la conviction que acheter bio c'est pas moins cher, bio et local c'est pas plus cher que la grande surface, mais faut-il encore avoir une voiture pour se déplacer, aller à la map, etc. etc. Donc il y a une forme d'engagement qui est pas forcément très inclusive et qui permet pas à tout le monde de pouvoir s'y investir. Alors tout le monde peut s'il se donne l'envie, mais l'envie, faut l'avoir et il faut être convaincu. Et il y a aussi un effet social, c'est-à-dire que si vous faites partie des quartiers défavorisés d'une ville et que dans la map il n'y a que les bobos, vous n'allez pas vous pointer au milieu des bobos pour acheter vos légumes, quand bien même vous pensez que c'est le mieux d'un point de vue économique et santé. Parce que vous dites, c'est pas mon cercle social qui fait ce genre de choses. Moi, mon cercle social, par exemple, il va plutôt acheter aux collègues sur le marché et c'est moins cher, même si c'est étranger, mais comme ça, ça correspond à la pratique sociale de mon groupe. Là, l'objectif, c'est de sortir de cette radicalité, parce que les AMAP sont quasiment tout en bio. Elles proposent peu de diversité dans leur panier. Le panier est imposé en AMAP, c'est-à-dire que, théoriquement, l'AMAP, c'est des gens qui se concertent et qui financent une ferme, et donc il y a des discussions régulièrement chaque mois pour dire on préférait avoir plus de carottes, on préférait avoir plus d'épinards, etc. etc. L'AMAP, ce n'est plus du tout ça aujourd'hui. L'AMAP aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, il y a toujours des AMAP qui fonctionnent comme ça, c'est des minorités, etc. Mais dans l'immense majorité des cas, de ce que je connais des AMAP dans le sud, c'est des AMAP où vous achetez un panier. Donc vous demandez c'est combien le panier, c'est 20, 25, 30 euros par semaine. Ok, je paye 10 semaines d'avance et je reviendrai chercher mon panier. On retourne dans une forme de marchandisation où on achète un panier de légumes au lieu de participer à l'économie et à la conception d'un lieu qui au final nous appartient en tant que décision. C'est nous, consommateurs, qui décidons ou qui avons un pouvoir d'influence sur ce qu'il y a dans notre panier et comment ça se passe. Et donc je trouve qu'il fallait faire un hybride pour une fois de plus permettre à un plus grand nombre de pouvoir s'intégrer dans le modèle AMAP, mais aussi pouvoir permettre de l'achat-revente, puisqu'on mange tous de la viande, et une exploitation maraîchère peut-être ne produit pas de viande. On a tous des produits exotiques à un moment dans la saison, on achète tous aussi des produits de loisirs de temps en temps, donc on va se retrouver à acheter, je sais pas, tantôt du champagne parce que c'est les fêtes, parfois de la viande parce que c'est la dinde et c'est le moment de la dinde, parfois c'est le mouton. Donc en fait, on a tous intérêt, parfois, pour des événements sociaux, à acheter ensemble de manière groupée. Or, la map ne le permet pas si c'est pas produit sur la ferme. Et donc, l'entre-deux, c'est un groupement d'achat. Et donc, m'est venue l'idée d'essayer de faire un groupement d'achat
mais qui aurait un peu une manière collaborative et participative de partager tout ça. Parce que ce que j'avais identifié notamment dans les AMAP, c'est qu'il y a un problème de diversité dans le panier. C'est que le panier nous est imposé. Moi, ça me dérange d'avoir des topinambours dans mon panier d'AMAP ou d'avoir des choses que je n'aime pas, des épinards à outrance parce que c'est l'hiver et que le producteur produit pas beaucoup, des poireaux à plus savoir qu'en faire. Souvent, c'est quand même des choses qui peuvent se retrouver dans les AMAP, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a une faible diversité des produits, surtout en hiver, parce que en hiver, il y a moins de choses intéressantes. Or, si on se permet d'acheter des bananes, des clémentines, des ananas et des litchis qui viendraient des dom-toms ou qui seraient issus de commerce équitable, ou on peut parler du chocolat, on peut parler de choses qu'en fait on mange tous, mais qui font appel à des étapes de transformation qui ne peuvent pas forcément être faites sur une ferme, ou le café, des choses qu'on consomme tous et qu'on aurait intérêt à acheter en groupe, mais qui ne sont pas possibles dans la map. Donc je prends la philosophie ancienne de la map qui est la gestion collaborative d'un pouvoir d'achat d'un groupe dans l'objectif de faire de la production. Je le transforme ça avec un modèle de groupement d'achat et une manière ludique et pédagogique de pouvoir se répartir l'alimentation. Ce que l'on appelle la table du partage, on va y venir. Et donc, on arrive à la CEPA. Cagnotte engagée pour une alimentation saine. L'objectif est de faire quelque chose, même s'il y a le mot engagé, de faire quelque chose qui n'est pas très politisé, qui n'est pas très contestataire, mais qui est plutôt quelque chose de l'ordre de la logistique. C'est-à-dire que oui, on fait ça pour sortir d'un modèle agricole et alimentaire qui est industriel, national, qui s'enrichit sur notre dos, qui maltraite le vivant, etc. Donc il y a vraiment une notion de s'extirper de ça, chose extrêmement difficile puisque de nos jours, les petits artisans, les petits commerces ferment de plus en plus et sont remplacés par les grandes surfaces et les chaînes. Donc à un moment, on est toujours tenté de s'arrêter dans une grande surface plutôt qu'aller au magasin de producteur, quand bien même on voudrait aller au magasin de producteur. Parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus proche, parce que pour plein de raisons. La CEPA est là pour essayer de permettre une alternative qui soit construite et surtout intéressante financièrement. Parce que le groupement d'achat, c'est ça. C'est une carotte à produire, ça coûte 1 euro le kilo. En grande surface, voire même 70 centimes. En grande surface, ça coûte 2 euros, 3 euros le kilo parce qu'il y a des intermédiaires. Or, aujourd'hui, dans la CEPA, parce ça fait déjà 6 ou 7 distributions que l'on fait en version pilote test avec des amis, la carotte, on l'a à 80 centimes. La pomme de terre, on l'a à 50 cette année, parce qu'il y a une surproduction de pommes de terre en France. 50 centimes la pomme de terre en sac de 10 kilos. Vous trouverez ça nulle part dans une grande surface, même avec les réductions de fou. Et elle est de bonne qualité, elle est incroyable pour faire des frites et tout. Elle est vraiment super. C'est pas de la pomme de terre deuxième catégorie ramassée à la va-vite. Non, c'est de la catégorie 1. Elle est jolie, elle est belle et elle est vendue en palette et c'est son vrai prix en fait. C'est juste que c'est sans intermédiaire. Donc en fait, on divise le prix de l'alimentation par un facteur 2 voire un facteur 3. Et il y a un intérêt économique à venir participer à la CEPA. Aujourd'hui, on espère proposer un panier alimentaire pour chaque adhérent, complet pour son alimentation, pour seulement 100 euros par mois. 20 euros de frais de fonctionnement et 20 euros à chaque distribution, puisqu'il y a 4 semaines par mois. Donc l'objectif, c'est de se dire chacun contribue à hauteur de 100 euros par mois et peut espérer avoir au moins 70% de son alimentation dans le panier. Parce qu'il y a du chocolat, du café, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc jouez plus sur le local, la proximité et le fait que les gens participent à leur production ou participent à la décision de ce qui est acheté dans le groupement d'achat, plus que dans le label et les preuves de conformité. Tout en sachant en plus qu'aujourd'hui le bio perd de plus en plus de valeur et est de plus en plus contesté parce que le bio qui vient d'Argentine pour des courgettes, ça n'a aucun intérêt. Autant faire de la courgette française conventionnelle, ça sera moins traité que le bio argentin. Donc là, c'est pas de dogme. Le choix du panier, l'événement de la table du partage que l'on va parler juste après, un cadre souple qui permet à chacun de pouvoir trouver sa place en fonction de s'il veut être très investi ou moins investi, de manière à ce que tout le monde ne soit pas à la même enseigne, puisque je le vois très bien. Enfin, un étudiant qui mange seul, s'il se retrouve avec un panier gros pour une famille de 4, il va gaspiller. Donc en fait, il y a tout un tas de choses parfois dans les paniers d'AMAP qui font que ça ne correspond pas exactement à ce que le consommateur, ou en tout cas l'adhérent, moi j'aimerais l'appeler le producteur, puisque en fait à partir du moment où il participe à l'activité financière de l'exploitation, même s'il n'y travaille pas, il devient instantanément producteur et plus consommateur. Et le projet, c'est que tout le monde redevient producteur, même si c'est que 5% de leur temps de vie, on devient tous proches de la production et producteurs, et impliqués dans une bonne manière de ce que l'on fait rentrer dans notre corps en termes d'alimentation, parce qu'une bonne alimentation, c'est une bonne santé. Il me semble important que chacun
nous devrions consacrer 5% de notre temps à l'alimentation pour sortir de la sédentarité, apprendre des choses, et comme on l'a dit juste avant, tous les bienfaits que ça peut avoir de retourner à la Terre. C'est très inclusif parce que pas de bio, pas de local, pas de dogme et on accepte tout le monde. Et voilà, c'est écrit 2 fois très inclusif, mais ça c'est parce que c'est un visuel ChatGPT et que j'essaie de gagner du temps là-dessus. Donc l'objectif est de retrouver l'esprit initial de la map, d'une économie participative et d'une manière de gérer collectivement un outil de production, mais avec moins de contraintes, en mettant plus l'importance sur la relation des gens et la manière dont ils ont de se fédérer autour d'un projet que sur la finalité d'avoir des produits bio, un label, une éthique en fait. L'éthique au final importe peu si les gens font société. Si les gens font société et se font confiance et qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre eux, pas besoin de label, pas besoin d'éthique. L'éthique est là puisqu'il y a société. C'est un peu la mise de la CEPA. Alors, on va agrandir ce moment-là puisque là, ça en parle du déroulement de la CEPA. Pour venir à la CEPA, vous venez le samedi matin ou le mercredi après-midi par exemple et vous venez sur place. Au bout d'un moment, vous formez un groupe avec des gens que vous connaissez ou que vous connaissez un peu moins puisque c'est une des premières fois que vous les voyez, de 7 à 10 personnes et vous allez avoir accès au butin. Le butin, c'est une partie de tout ce qui a été acheté avec la cagnotte qui est distribué en fonction du nombre d'adhérents qui souhaitent venir à la distribution. Et donc le butin, dans ce cas-ci, représente 200 €. Et donc, vous êtes entre 7 et 10 personnes à vous partager 200 €. C'est là que c'est important. Petit à petit, les adhérents comprendront que si moi, j'ai une famille plus nombreuse, c'est plus intéressant que je me mette dans un groupe de 6 ou de 7 pour partager une table à 200 € plutôt que d'être dans un groupe de 10 où on va devoir ensemble répartir 200 € pour 10 personnes. Puisque le butin, il est quelque part fixé. C'est une table sur laquelle est mis une caisse de ci, une caisse de ça, une caisse de machin. Et le butin sera le même pour tout le monde. Et ensuite, en fonction des gens qui sont autour de la table, on se dispatche. Moi, je prends plus de carottes, moi, je prends plus de pommes de terre, mais moi, mon fils, il aime pas ça, donc je vais te les laisser. Mais en échange, tu me donnes les champignons. L'objectif, c'est qu'il y ait un vrai moment social et de partage et de communication qui se fasse, où les gens sont dans une vraie forme de collaboration et pas dans un truc de « c'est mon rayon, j'ai pris la tomate, il y en aura plus pour les autres, mais moi, au moins, j'ai les tomates ». C'est des comportements que l'on voit parfois dans les restos du cœur ou dans des lieux où, en fait, comme il y a une forme de rareté de la valeur alimentation, les gens peuvent se jeter parfois sur de manière peu sociale. C'est très loin d'être la majorité. Je ne veux pas critiquer les gens qui font les restos du cœur, etc. Mais il arrive parfois des comportements comme ça parce que c'est le manque qui crée ça tout simplement. Quand il y a manque, on a tendance à vouloir se sécuriser soi d'abord, et donc on peut avoir des comportements qui sont un peu contre-productifs, confère ce qui s'est passé pendant le confinement où les gens se sont jetés dans les rayons, etc. etc. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut venir... pourquoi les gens agissent comme ça, et en fait, qu'est-ce qui pourrait faire que les gens n'agissent pas comme ça. Et je suis convaincu que dans un collectif où les gens se connaissent, etc., et c'est ce qui se passe d'ailleurs déjà aujourd'hui dans le collectif, les gens sont plus dans la culpabilité de trop prendre et de pas en laisser aux autres plutôt que d'en prendre trop, parce qu'on se connaît et qu'on veut que tout se passe bien et que le projet nous enchante et qu'il y a une abondance énorme. Quand 200 €, un butin de 200 € a une valeur marchande si vous l'aviez acheté en grande surface de 500 balles. Donc vous avez une quantité de légumes pour 10 personnes énorme, de légumes et d'œufs donc en fait, comme il y a abondance, la préoccupation est plutôt de se dire ne surconsommons pas pour essayer de faire baisser le prix du butin de manière à ce qu'on puisse se le répartir pour de moins en moins cher à chaque fois. Tout simplement et tout naturellement. Donc, ensuite, une fois que les gens se sont répartis les paniers, ils regardent un peu chacun leur panier, ils disent sur les 200 €, moi j'ai pris plus que tout le monde, donc je veux bien mettre 40. Moi je mets 30, et moi je mets 20, moi je mets 10. Moi en ce moment c'est compliqué pour moi, je suis un jeune étudiant, c'est la galère, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un peu de solidarité avec moi? Oui, non, vas-y, on te met ça. Et donc il y a une forme de fraternité et d'entraide dans l'idée qu'on laissait partager un butin, mais après on a veillé aussi ensemble à ce que le butin soit honoré du fonctionnement, puisque la cagnotte n'a pas pour objectif de faire de marge, mais la cagnotte a pour objectif de durer. Donc pour qu'elle dure, il ne faut pas qu'elle soit à perte à chaque fois, sinon si la somme totale d'argent qui rentre n'est pas supérieure à la somme totale de ce qui sort, c'est pas bon. Et comme il y a quand même des gens qui vont s'en occuper, si ça devient grand, il y aura peut-être des salariés, donc à un moment, il y aura quand même un peu de charge, c'est pour ça que je dis 20 € de frais d'adhésion par mois, plus 20 € à chaque distribution, ça fait 100 € par mois pour un adhérent, et ça lui permet d'avoir accès à chaque fois
Là, par exemple, vous le voyez, si vous êtes 10 personnes autour d'un butin à 200 balles, vous avez 20 € à chaque fois que vous venez distribuer. Et si jamais vous avez des fraises et que vraiment les fraises c'est ce que vous adorez, et que les fraises du coup vous allez en équivalent, vous allez les payer quelque chose comme 3 ou 4 fois moins cher que ce que vous allez les payer en pleine saison des fraises. Eh bien vous en prenez un peu plus. Peut-être que la période des fraises et des cerises, le butin sera à 250, 300 €, mais tout le monde va se régaler à prendre des fraises et les fraises in fine coûteront beaucoup moins cher. C'est un peu aussi l'objectif de la table du partage, c'est créer un flou sur le prix des choses. On pourrait se répartir les choses et se dire, bon, admettons, j'ai payé ce prix ça, j'ai payé ce prix ça. Et d'ailleurs, le prix que ça aura coûté à la CEPA, à la structure de la cagnotte, sera transparent pour tous les gens. Donc les gens verront que, de manière collective, ils auront payé la fraise 5 € le kilo au lieu de la payer 15 ou 20 € le kilo. Parce que 5 € le kilo, c'est le prix de la fraise en milieu de saison. Pour ceux qui ne le savent pas, et qui la payent 25 €, le prix de la fraise, c'est 5 €. Et le prix pour que l'agriculteur industriel s'en sorte, c'est 7, 8, 9 €. Et un producteur local à 12, 13 €, il s'en sort. Mais il essaye de faire plus. S'il va en bord de route, il va pas cracher sur un peu plus d'argent s'il est dans le modèle marchand. On se partage ensemble le butin. On se débrouille ensemble de faire en sorte que la somme soit accueillie. Peut-être qu'on peut envisager une solidarité. Si un groupe se forme, c'est tout un tas de choses en fait qui sont passionnantes et qui en fait vont se créer petit à petit dans le groupe. C'est que si un groupe de 10 personnes dit on n'est pas arrivé à honorer les 200 € du butin qu'on a pris, peut-être qu'un autre groupe dira non mais cette fois-ci je donne plus et on met ça dans la cagnotte pour l'entraide. Parce que moi j'ai des gens qui ont l'habitude de s'alimenter en bio, qui payent très cher une alimentation en allant s'acheter à Biocop ou quoi, donc ils payent 4, 5 fois, 6 fois le prix de ce que ça vaut vraiment. Et qui en fait, et qui parfois en plus achètent du bio de l'étranger, donc en termes de qualité alimentaire, on n'est pas mieux qu'une production locale conventionnelle qui aurait été traitée de manière raisonnable, et qui se retrouvent à me dire non mais moi là le panier comme ça là, je te donne au moins 50 balles, mais en fait en valeur vraiment ils n'ont pris que 20 €. Et ils sont dans une forme de culpabilisation, de genre non mais j'ai l'impression de profiter du groupe en fait. Je vois plus de gens qui souffrent de peur de profiter du groupe que de gens qui souffrent de prendre tout pour eux et de se barrer avec la caisse en mode ah ah ah, moi je les ai bien niqués. C'est vraiment, les gens n'agissent pas comme ça. On a fini par être dans un monde où on croit que l'homme est un loup pour l'homme. Je ne constate pas ça. Même chez les gens défavorisés, la plupart du temps, ils sont juste reconnaissants d'avoir une telle chance de pouvoir avoir trouvé un lieu où ils payent moins cher leur alimentation. Et où c'est sain, où il y a du lien social, où il y a de l'entraide, où il y a de la coopération, où il y a quelqu'un qui est passionné de faire des confitures. Quand ça va être la saison des abricots, par exemple, on va se retrouver aux mines à Cavaillon avec des abricots qui vont valoir 30, 40, 50 centimes le kilo parce qu'ils se gaspillent et que les gars vont balancer les palettes. Et lui, il sera ravi que je lui ramène des abricots à ce prix-là. Et il m'a dit, je serais ravi de faire des confitures pour tout le monde. Vous vous rendez compte de la richesse que cette personne, par passion et par amour et par envie de partage, il aime la confiture, il fait des confitures chez lui, qu'il en fasse 2 ou 3 fois plus, ça va être la même chose au final, ça va lui prendre l'après-midi, mais ça va être la même chose. Mais tout le monde aura le plaisir de pouvoir goûter ces confitures. Et je trouve ça, d'un point de vue lien social et d'un point de vue dynamique de groupe, je trouve ça, en termes de création. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être producteur pour produire de la valeur. L'économie marchande nous fait comprendre qu'il n'y a que le travail qui fait la valeur, c'est faux. Être consommateur, c'est la principale valeur que l'on apporte au système. Parce qu'on dit, avec mon argent, je vote pour que tu existes. Et donc, dans l'économie participative, qui est à l'opposé de l'économie marchande telle que j'essaye de la conceptualiser dans la CEPA, l'objectif est de dire, à partir du moment où je suis là en tant que consommateur, en tant qu'adhérent, ou moi je veux dire en tant que producteur, juste parce que j'achète, je suis producteur, parce que je suis dans un modèle où on me consulte, où on me demande, où j'ai le choix de savoir comment j'oriente mon pouvoir d'achat, dans quel objectif, à qui ça va, etc., etc. Et c'est pour moi le nerf de la guerre pour sortir du monde dans lequel on est et de cette agriculture toxique. C'est que nous, consommateurs, nous avons le pouvoir de choisir où nous mettons notre budget. Et d'ailleurs, c'est intéressant de s'apercevoir de ça. Si on a besoin de 100 € par mois pour s'alimenter une personne, alors que l'on dépense en moyenne, selon l'INSEE, 200-250 € par mois pour notre alimentation. Il s'agit de réserver la moitié de notre budget alimentation pour couvrir. L'objectif, c'est d'arriver à couvrir avec 100 € par mois au moins 70% des besoins d'alimentation. Bien sûr, si la personne a mange un régime méditerranéen, qui est le régime recommandé par l'OMC, enfin, je sais plus qui le recommande, mais le menu méditerranéen, le régime méditerranéen est connu pour être un des régimes les plus sains et qui permet de vivre le plus longtemps en bonne santé. Et on a la chance d'être dans le sud de la France, nous ici, donc du coup, on a la chance d'avoir le climat qui permet de produire le menu méditerranéen.
Donc du coup, en fait, avoir le meilleur menu du monde pour 100 euros par mois versus payer 200, 250 balles par mois pour aller en grande surface, en fait, il n'y a pas de débat. Prenez la moitié de votre budget, arrêtez de le donner à des grandes surfaces et donnez-le à un groupe qui va vous permettre de vous balader, de faire découvrir à vos enfants. Parce que tout ça, après, est gratuit. À partir du moment où la CEPA permet l'activité économique et l'activité de vie de l'exploitation agricole, le fait de vous balader avec votre animal de compagnie, de balader avec vos enfants dans un petit endroit de nature où vous allez croiser des gens que vous connaissez, où ils vont croiser leurs amis, où ils vont pouvoir caresser des poules, où ils vont pouvoir ramasser leurs œufs, toutes ces activités-là deviennent gratuites. Parce que vous avez contribué à faire en sorte que le lieu existe. Et donc vous avez un lieu de vie collectif, commun, où on refait société ensemble. Et pour moi, c'est un des projets c'est ça qui fait sens dans tout le projet agricole que je veux faire. C'est produire pour produire n'a vraiment plus de sens aujourd'hui. Mais créer une dynamique où je vais me lever le matin et faire en sorte d'entretenir un lieu qui va être d'un point de vue biodiversité très riche, mais en plus qui va être aussi un endroit d'émerveillement pour les enfants et pour les adultes, un moment aussi de repos, de pause, de s'extraire de cette machine qui veut que l'on soit toujours rentable, ça n'a pas de prix. C'est vraiment, c'est une utopie, d'accord, je l'accepte, mais c'est quelque chose dans le projet qui est extrêmement excitant. Et si la raison pour laquelle je fais cette chaîne YouTube, c'est pour partager cette excitation que je ressens par rapport à ce projet, dans l'espoir que des personnes en partagent cette même ambition et cette même excitation et me rejoignent à venir vivre de ça. Il y a, en fait, si on réunit 100-150 personnes, il y a de quoi financer un agriculteur qui se paye dignement et qui organise tout ça. Il n'y a pas, enfin, on peut vivre dignement de l'agriculture de cette manière. D'ailleurs, mon avis, c'est qu'il n'y a que cette manière pour vivre dignement de l'agriculture dans le monde dans lequel on va. Je connais les agriculteurs, j'en suis issu de la famille, mais je les ai suivis aussi d'un point de vue technique et comptable. Vivre aujourd'hui dans le monde agricole tel qu'il existe, c'est très difficile de le faire de manière digne. Et de manière à pouvoir vivre en accord avec sa société, c'est-à-dire pouvoir prendre un peu de vacances, un peu de repos, ne pas être obligé de surtraiter et de s'empoisonner en passant des pesticides, empoisonner les autres au passage. C'est quasiment impossible aujourd'hui d'y arriver. Donc voilà, c'est un vrai changement de philosophie. La deuxième partie, qui est l'accueil sur la ferme, c'est ce que j'avais commencé à dérouler. C'est en gros, le but, c'est que les gens soient impliqués dans la prise de décision de ce que l'on produit, de ce que l'on fait sur la ferme, qu'ils puissent participer à des ateliers de récolte, de production ou de désherbage, de manière à lutter contre la sédentarité ou tout simplement de passer un moment en nature reposant et de paix. Parce qu'une fois de plus, la ferme sera designée pour être belle et pour être jolie et pour être accueillante. Ça ne sera pas des raies les unes derrière les autres, toutes identiques. Ça sera toujours... Voilà, il y aura peut-être la raie de Bernard et la raie de Sandrine et la raie de Hugo. Et en fait, chacun va avoir son petit truc en disant « Non mais moi, je voulais qu'on ait des agrumes. » Et donc, comme je sais que les agrumes, c'est possible, je vais avoir un petit coin avec des agrumes et j'irai bichonner mes agrumes. Eh ben, bien sûr, en fait, mais c'est naturel. C'est naturel que nous, êtres humains, nous ayons besoin de contact avec le vivant, avec la nature, que l'on se reconnecte aux saisons et à la terre et au cycle de tout ça, sans être dans un ésotérisme extrême, juste reconnecter au rythme de la vie telle que les animaux la vivent, telle que les saisons la vivent. C'est quelque chose dont on a profondément besoin. Et aujourd'hui, on observe plutôt une forme de protection de la nature, c'est-à-dire que les agriculteurs protègent leur culture, mettent des barbelés parce qu'il y a des vols de récolte, il y a machin, et donc on arrive à une privatisation de la nature où en fait vous ne pouvez même plus balader votre chien le long d'une rivière parce qu'à un moment ou à un autre vous allez arriver sur un chemin privé d'un agriculteur qui a un champ. C'est terrible. C'est terrible que l'on puisse s'accaparer à ce point-là et que l'on puisse pas justement designer et faire en sorte d'accueillir les gens. Ça veut dire aussi qu'il y a une partie production qui est peut-être un peu moins accessible parce qu'il y a des outils, parce que c'est dangereux, parce qu'on peut blesser les gens, et parce qu'il y aura sûrement de temps en temps quelques produits phyto, donc il ne faut pas que les gens rentrent quand le produit phyto est en train d'être passé. Donc il y a un endroit qui est un peu moins accessible, qui est plus réservé production, et qui est, voilà, un enfant ne peut pas débarquer, salut, et se faire rouler dessus par un tracteur, évidemment. Mais une vraie partie du lieu, de l'endroit, est consacrée à l'accueil et au partage. C'est quelque chose pour moi qui est indispensable. Et ça vient aussi dans une logique de ferme urbaine, de recréer de la végétalisation dans les grandes villes, des endroits où il y a des entrepôts qui sont détruits, au lieu de refaire des immeubles et de resserrer les gens dans la ville, s'il y a 1 hectare, 2 hectares d'un seul tenant, faites une ferme collaborative.
ça va pas résoudre le problème de souveraineté alimentaire de la ville, mais ça va créer un lieu de reconnexion au vivant et un lieu de biodiversité énorme. Et ça va diminuer les îlots de chaleur, ça va permettre à une biodiversité de se développer. Enfin, ça va résoudre des problèmes que l'on a aujourd'hui dans nos grandes villes. Des problèmes que l'on doit gérer par des services, par de l'énergie en plus, qui sont un surcoût à notre système de société, qui au final sont contre-productifs et dont on arrive à dépenser 10 calories de fossiles pour produire une calorie d'alimentation et que ce n'est pas logique. Donc voilà, on pourra conclure là-dessus, permettre à chacun de s'approprier le projet, d'y trouver la place qu'il veut, être très investi parce qu'il a envie de produire et qu'il a envie de devenir producteur et que vraiment moi, si quelqu'un vient me voir et me dit mon objectif c'est comme toi, c'est par exemple d'avoir des brebis, parce que mon délire c'est les brebis, moi c'est les poules par exemple, mais si quelqu'un me dit moi j'adore les brebis, j'adore les moutons, et que j'aimerais avoir une centaine de moutons ou une vingtaine ou une trentaine de moutons, mais je veux pas créer un modèle économique où je vais être obligé de vacciner mes moutons, de les nourrir beaucoup et de les abattre rapidement, etc. Parlons-en au collectif. Bonjour collectif de 100 producteurs. Vous participez à l'activité de la CEPA, etc. Cette personne souhaite nous alimenter en moutons de manière locale et souhaite consacrer 10, 15 heures, 20 heures par semaine à cette activité-là. Sommes-nous d'accord pour acheter les clôtures, les machins, les bidules qui lui permettront d'avoir cette activité et de le rémunérer aussi en fonction des heures qu'il nous fait. C'est-à-dire que s'il fait 20 heures par semaine, on va le payer la moitié d'un temps plein, tac, 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 tac. Et le collectif de lui-même va choisir ce qu'il souhaite et ce qu'il ne souhaite pas. Et en fait, on s'aperçoit que dans ces configurations-là, l'alimentation devient vraiment beaucoup moins chère puisque plus de marchandisation de l'alimentation, plus d'intermédiaires, plus de gens qui profitent, plus d'actionnaires. Enfin, à la limite, si, il y a des actionnaires à donner des dividendes, mais c'est vous. C'est vous en tant que consommateur qui mettez votre pouvoir d'achat chaque mois dans l'exploitation, et l'exploitation, in fine, vous appartient à l'association qui vous appartient en tant qu'adhérent. Et c'est une philosophie... Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que payer un loyer... c'est inefficace puisqu'en fait on pourrait payer la même somme de ce loyer mais pour se payer un bien et ensuite investir d'un point de vue capitaliste et un jour devenir propriétaire et ne plus payer de loyer. C'est de bon ton de dire ça. Pourquoi ne pas avoir le même raisonnement sur l'alimentation? Pourquoi se dire aujourd'hui je loue ou je paye 200 € tous les mois pour me payer mon alimentation? Est-ce que c'est 200 € ou qu'une partie de ces 200 € si je les donne à un lieu qui me pourvoit en plus en totalité dont j'ai besoin pour manger? Viande, poisson, légumes, café. Si je la donne à ce lieu-là, je construis délibérément un lieu, j'arrête de subventionner, en plus j'arrête de donner de l'argent à des gens dont je ne partage pas le modèle du vivant qu'ils ont, mais je participe à créer un lieu. Très honnêtement, les calculs qu'on a fait pour la CEPA, ça prend en compte la moitié du budget alimentaire d'une personne. Si les gens convaincus mettent la totalité de leur budget alimentation, les choses et les capacités que l'on va avoir à faire des choses seront incroyable. On pourrait créer des fermes de dizaines et de dizaines d'hectares avec des parcours de santé, avec même de l'accueil, avec peut-être même des garderies ou des formes d'écoles. On arriverait, enfin, la quantité d'argent que ça représenterait serait phénoménale. Si chaque mois, chaque adhérent met 200-250 €, c'est pas qu'une alimentation qui va retrouver, c'est une société complète qui va in fine pouvoir retrouver au sein de ce groupe et de ce collectif. Et peut-être même un emploi à terme parce que peut-être que cet endroit sera parfait pour accueillir une psychologue ou un coach de vie qui va permettre aux gens de pivoter dans leur vie et de sortir d'un modèle X à devenir producteur ou de devenir artisan parce qu'on va pouvoir faire un petit hangar en bois comme on le voit sur l'image et que dans ce hangar en bois peut-être un artisan joaillier, un petit forgeron ou quelqu'un qui adore les imprimantes 3D et qui aimerait faire un atelier d'imprimante 3D pour faire des outils agricoles adaptés un peu futuristes avec des panneaux solaires qui auraient une forme de... Parce que le désherbage est un vrai problème dans l'agriculture et une des seules manières de réguler le désherbage en maraîchage aujourd'hui qui semble efficace, c'est des genres de petits droïdes autonomes sans IA, sans rien, mais juste voilà qui peuvent reconnaître une plante et venir couper la plante au bon stade et qui pourraient se déplacer de manière autonome dans les champs. Ça serait assez low-tech, ça serait facile à entretenir localement. Et ça serait vraiment une très très forte réduction du coût du maraîchage. Donc ça fait partie des projets intéressants à faire, un peu citoyens et low-tech, qui peuvent arriver sur un lieu comme celui-là. Donc en fait, l'intention de ce lieu, c'est de dire nous pouvons être
un endroit où vous investissez votre argent de meilleure efficacité que dans un modèle alimentaire que je considère profondément comme toxique pour l'agriculteur et le consommateur. Voilà, bah écoutez, vous avez un peu le déroulement de la CEPA, le modèle économique, comment il fonctionne par rapport au système de panier, tous les potentiels et toute la philosophie que je mets derrière ça. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a hypé. Si ça vous intéresse, je vous en supplie, abonnez-vous à vos réseaux, suivez-nous et contactez-moi pour qu'on construise ça ensemble. Hein. Vous ne serez pas adhérent, c'est quelque chose que vous allez devenir producteur. Même si vous ne mettez pas les mains dans la terre, vous allez financer la production agricole sur votre territoire. Et donc, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment le nerf de la guerre, et donc une biodiversité, donc un équilibre, et donc etc. etc. Soit dit en passant, si l'agriculture retrouve un nouvel essor, l'urbanisation de nos villes va arrêter. Donc on va sortir du modèle d'urbanisation, et donc on va retrouver peut-être un mode de vie un peu plus cool, un peu moins productiviste. C'est quand même une sacrée révolution de manière d'être et de manière de vivre. C'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup, et si vous partagez cette excitation, je vous invite à nous rejoindre sur ce projet ou à créer des projets équivalents dans vos localités, vos territoires. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous laisse là avec cette liste de choses. Donc là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Voici les différents sujets de vidéo qui restent à faire. Design, définir l'agriculture saine et durable, la méthanisation, le sujet de l'autonomie énergétique sur une exploitation, c'est peut-être la prochaine que je vais faire. Méthanisation, type de chauffage pour avoir des produits un peu plus longtemps, un peu plus souvent que les périodes le permettent. Alors dans le sud de la France, on n'a pas ce problème, mais si vous êtes en nord, vous avez une période de production maraîchère pour le régime méditerranéen qui est plutôt restreinte. Les différents types d'abris maraîchers qui vont dans le même type de catégorie. Ce sera peut-être l'occasion d'une seule vidéo. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous laisse avec plein d'espoir et avec plein de rêves et d'utopies de ce que je viens de vous expliquer. Ça m'a beaucoup plu de vous expliquer ce projet. C'est quelque chose qui, je l'espère, vous l'avez ressenti, me fait vivre, hein, me met en vie, me met en joie. Donc j'espère que vous allez pouvoir être intéressé par ce projet et me rejoindre dans ce projet. Je vous dis à la prochaine fois, et que la force soit avec vous.